vont voir directement l'écran partagé, vont savoir que c'est une réunion. Constant est parti. Donc, je ne suis pas parti, je suis là. Ah, tu avais le compte de Abdel. Ah, c'est Kevin qui est parti. Bonsoir, prof.
Bonsoir. C'est C'est juste comment l'un vous de dites? la troupe dans Acham. Ah oui, oui, de Master Pro Oui, Télécom. oui, oui, monsieur. Comment tu vas? Ça va. Ah, il a vu ton pseudo, il n'est même pas reconnu. Donc, il y attend tes camarades. On attend tes camarades pour commencer. Bientôt 16 heures. Tu es le seul intrus de Inchtech qui est présent. Ok. On les attend donc. Mais tu vois l'écran que nous avons partagé. Non, Tu ne vois pas d'écran partagé. c'est bon. Je vois l'écran. D'accord. Où j'ai un schéma, Big Data, Analytics. Oui, c'est ça. Mhm. Bonsoir, Madame Myriam. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Bienvenue. Je vous remercie. Merci. Nous attendons quelques participants. Nous attendons quelques minutes pour démarrer. Déjà, Ah. vous voyez déjà l'écran. Oui, le partage d'écran que vous avez en Big Data, Data Analytics, c'est ça? Le partage d'écran que nous avons effectué. Oui. Bonsoir à tous les autres.
Et nous allons attendre 16h10 pour commencer la présentation. Et en attendant, je souhaite la bienvenue aux uns et aux autres. Et merci de participer à cette formation organisée par l'ICHTEC. On espère qu'au sortir de la formation, vous gagnerez beaucoup en ce qui concerne les technologies Big Data et le Big Data en général.
OK. Une fois de plus, bienvenue à tout le monde. Inchtech, par ma voix, vous souhaite la bienvenue. Cette formation, qui fait partie de la première série de formations organisées par Inchtech, porte sur Big Data et Data Analytics, où nous allons débuter la formation en présentant des objectifs et pourquoi le Big Data est si important de nos jours pour tout le monde, pour nos entreprises et dans le domaine éducatif aussi. Les personnes qui vont intervenir durant cette présentation, il s'agit de l'ingénieur Kevin Galler. Il est Big Data, Data Analytics expert et il est chef développement service application chez Inchtech. Et la deuxième personne, je ne sais pas si M. Kevin est là, il peut se présenter à sa place, il peut se présenter. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Kevin Galleux. Je suis ingénieur et en même temps, je suis chef de service de développement d'applications et Big Data Analytics sur Inchtech, comme M. Chania l'a si bien dit. Et je suis content que vous soyez là pour cette formation sur le Big Data et le Big Data Analytics. OK. Le deuxième présentateur pour cette formation, il s'agit de moi-même. Je suis Dr. Aurel Chania, Dr. ingénieur Aurel Chania. Je suis Big Data, Data Analytics, IoT et AI expert et je suis le CEO de Inchtech qui organise cette série de formations. Et nous vous souhaitons vraiment la bienvenue pour votre participation pour cette première série. Et nous espérons que vous allez sortir de cette formation avec beaucoup de connaissances à propos du Big Data et de Data Analytics. Avant de commencer la formation, je tiens à préciser que la formation, étant donné que c'est une formation bilingue en anglais et en français, les slides de cette formation seront en anglais, mais les slides en français vous seront mis à disposition, vous seront envoyés par mail. Donc ici, il y aura des slides qui seront en anglais et la présentation se fera en français. Et si vous avez des questions à poser, que ce soit en anglais ou en français, nous allons répondre à vos questions de manière pédagogique. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser avant le début et j'aimerais vraiment que puisse être interactif. Puisse être interactif. C'est vous poser une question, monsieur. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Je voudrais savoir combien de jours durera la formation. La formation Data et Data Analytics va durer 2 heures aujourd'hui, se terminera à 18 heures et la deuxième session commencera demain à 16 heures pour se terminer à 18 heures. La deuxième question, c'est est-ce qu'au terme de cette formation, je ne sais pas, c'est une formation qui vise déjà à nous faire connaître ce que c'est que le Big Data, ou bien au sortir de cette formation, on pourra déjà faire quelque chose de concret concernant le Big Data ou le Data Analytics? Vous avez le Big Data. Le Big Data, la Data Science, Data Analytics, c'est une personne d'abord comme
une technologie à part entière et puis une technologie assez compliquée. Le but de cette formation, de cette série de formation, c'est de vous prouver en utilisant des présentations assez compréhensibles et pour pouvoir démystifier la compréhension du data. Plus tard, nous allons organiser des formations présentielles où vous devez venir pratiquer sur les thématiques de Big Data, Data Science intégrale et intelligence artificielle. Étant donné que faire des formations pratiques en ligne, comme ça, est très compliqué. Sont très compliqués. Donc, nous préférons faire des formations pour expliquer les concepts de technologie, pour vous permettre d'acquérir des connaissances assez avancées en ce qui concerne l'actualité des technologies et aussi sur comment fonctionnent ces technologies concrètement, quelles sont les applications de ces technologies et comment nous pouvons D'accord. Merci, docteur. D'accord. Une question pour Oui, j'aimerais savoir si le problème de sonorisation, c'est seulement moi qui l'a ou bien c'est général. Allô? oui, allô? Oui, j'aimerais savoir si le problème de sono, Allô? Tu m'écoutes très bien. le problème des fuites de son là, c'est général ou bien c'est moi qui ai ce problème ici? C'est peut-être ta connexion. Ah, ok. D'accord. Donc, comme étant donné que nous avons planté le décor, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Donc, le but de cette formation est de vous parler, donner la définition des applications et des concepts du big data, data analytics et aussi de la science des données. Et nous allons aussi un peu parler de l'intelligence artificielle, étant donné que pour faire vraiment du big data, on doit y mettre de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Comme plan de notre exposé, au soir, nous débuterons par expliquer les concepts en donnant une définition assez claire du big data, de la data science et du data analytics, de l'analyse des données. Nous donnerons aussi les différents frameworks du big data. Les frameworks ici sont les différents facilitateurs qui vous permettent d'implémenter très facilement les solutions big data au sein de votre entreprise ou bien au sein de votre organisation. Vous pouvez aussi travailler sur ces frameworks pour installer dans votre machine pour pouvoir apprendre à développer les applications Big Data vous-même. Nous allons parler en un slide du Big Data et de l'intelligence artificielle. Pourquoi ces deux? Qu'est-ce qui relie le Big Data à l'intelligence artificielle? Nous devrons aussi parler des bases de données NoSQL. NoSQL ici signifie les bases de données non relationnelles et non SQL. Ce sont les types de bases de données qui sont différents des bases de données traditionnelles comme les MySQL ou bien des bases de données relationnelles. Nous allons voir pourquoi ces bases de données sont importantes lorsque nous parlons du Big Data. Et enfin, nous brosserons de façon très expliquée les applications sur le Big Data. Étant donné que nous sommes à deux à présenter, je vais présenter la première partie sur les concepts Big Data et les applications seront présentés par mon collègue, M. Ngalo Kevin. Et j'aimerais vraiment que cette formation puisse être interactive. Il faut pouvoir poser vos questions, il faut réagir à chaud, comme on dit souvent, pour comprendre, pour qu'on puisse expliquer une notion avant de passer à une autre notion. Si vous avez des problèmes, vous
poser vos questions et là, on va réagir facilement et rapidement de réponse à vos problèmes. OK. Qu'est-ce que le Big Data? Pourquoi le Big Data? Pour répondre à la question, s'il vous plaît, activez vos micros uniquement lorsque vous voulez poser une question. Oui, monsieur, j'avais une question là. Je n'ai pas suivi. Je ne vous ai pas suivi. Tout à l'heure, j'ai eu une petite coupure. La séance des questions, ça se passe comment? Si on a une question, on vous la pose, on interrompt votre présentation. Vous m'interrompez, vous posez. Non, vous pouvez. Après chaque point, donc peut-être après, c'est mieux après chaque volet. Après, peut-être la définition du Big Data. Comme vous voyez ici, définition 1.6. Lorsqu'on finit avec la définition du Big Data, si vous avez des questions, il va demander des questions. Vous envoyez vos questions par série pour tous les participants et on répond les questions au fur et à mesure. D'accord, monsieur, merci. Ok. Maintenant, Big Data. Big Data, pourquoi le Big Data est si important de nos jours? Si vous regardez les statistiques partout dans le monde, même les statistiques de la firme américaine Gartner, on se rend compte que chaque jour qui se passe, nous générons au moins 5 trillions de données bits par jour. Chaque jour. C'est-à-dire en 24 heures, au moins 5 trillions de données bits sont générées. Mais on va se demander d'où proviennent ces données. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Or, 90% de ces données, des données générées dans tout le monde entier, ont été générées entre 2014 et 2019. Pourquoi entre 2014 et 2019? Avec l'arrivée des nouvelles technologies, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée des smartphones, il y a eu un boom dans la génération des données. Capteurs qui collectent les informations sur le climat. Nous avons les smart cities, l'Internet des objets, les smart grid, les smart houses, les maisons intelligentes qui permettent de générer d'énormes quantités de données. Nous avons les réseaux sociaux. Aujourd'hui, de nos jours, les réseaux sociaux sont une source de données véritable. Facebook, Twitter, Instagram génèrent d'énormes quantités de données. Nous avons les images, des vidéos que nous publions tous les jours en ligne. Nous avons des transactions bancaires que nous effectuons en ligne via PayPal, via d'autres sources pour des transactions. Nous avons les signaux GPS des téléphones mobiles. Nous avons d'énormes quantités de données que nous générons. Mais qu'est-ce que nous devons faire de ces données? Est-ce que nous devons les jeter comme si nous ne générons pas de données? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourquoi ces données sont devenues de nos jours ce que certaines les qualifient l'or blanc, une mine d'or, une mine cachée d'informations, que nous devons aller dans cette mine cachée, creuser cette mine pour avoir la vraie information. Et cette information va nous permettre de pouvoir augmenter la courbe de rentabilité de tout notre business. Big Data. On peut définir le Big Data comme étant, d'un côté, on va donner deux volets de définition de Big Data ici. Premier volet, c'est on définit le big de données devenues extrêmement volumineuses, que les méthodes traditionnelles de gestion de bases de données sont devenues inefficaces pour pouvoir gérer toutes ces données structurées et non structurées. Et d'un autre côté, nous pouvons définir le big data comme
l'ensemble des méthodes, techniques et technologies permettant de gérer, de collecter, stocker, analyser et partager cet ensemble, ces données pour pouvoir avoir l'information recherchée. Si vous regardez sur ce slide, vous avez deux courbes dans l'intelligence artificielle et le big data. Et une autre figure qui montre où est-ce que le big data se trouve, quelle technologie nous avons besoin pour pouvoir analyser cet ensemble d'informations et quelles personnes nous avons besoin. Nous allons voir dans le slide qui suit. Nous ne pouvons pas parler du big data sans toutefois donner ce qui caractérise le big data. Qu'est-ce qui caractérise le terme big data? En 2011, il y a ce que nous appelons les croix V qui caractérisent le big data. En 2014, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Allô, monsieur. Oui. S'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre, mais la projection est statique. Non, c'est ta connexion qui dérange, puisque chez les autres, je ne pense pas que c'est statique. C'est le même problème chez moi aussi, monsieur. Monsieur, c'est statique. La présentation n'évolue pas. Vous êtes sur quel slide? Chez moi aussi, c'est la même chose, ça n'évolue pas. Oui, tout à fait. On est au début. Slide. Big Data Analysis. Big Data. La première page. Ah bon? Ok, une minute. Allô? Allô? Oui, c'est bon maintenant. Oui, bon, le slide a changé. On va voir l'évolution. Vous êtes... Big Data, les CMV. Bon. Les CND. Non, non, non. De partager de vos coordonnées d'autorisation. Quelle autorisation? Une minute, s'il vous plaît. Je ne sais pas.
Ok, mon collègue va partager son écran pour qu'on puisse continuer. Il y a des soucis techniques de mon côté. Ok, donc on était en train de définir le Big Data. On s'est arrêté sur les CMV du Big Data. Alors, vous voyez mon écran? Allô? Oui, on C'est le bon, voit. monsieur. Oui, Pas du oui, tout. oui. Oui, c'est bon. Oui, oui, on le voit. D'accord. On est en train de définir les CMV du Big Data. Je disais qu'on ne peut pas parler du Big Data sans parler des CMV du Big Data. En 2011, on parlait de Oui, trois c'est bon. qui étaient volume, vitesse et variété. 2014, deux nouveaux V sont ajoutés, variabilité et véracité. Et de nos jours, toutes les caractéristiques du Big Data peuvent se résumer sous forme de CMV, où nous allons en discuter ici des différents V du Big Data. Le premier V qui est le volume, ici signifie la quantité de données générées par seconde dans un système Big Data. Quelle est la quantité de données que vous générez pour pouvoir parler du Big Data? Est-ce que vous générez 1 kilooctet ou bien par seconde ou bien vous générez 1 gigabit par seconde? Ensuite, il y a la vélocité, qui est la vitesse avec laquelle vous générez vos données. Vous ne pouvez pas générer une donnée, par exemple, à 10 heures. Peut-être même si vous générez 100 gigas à 10 heures, il y a 18 heures, vous générez encore 100 gigas. Il n'y a pas de big data dans ce système car la vitesse compte énormément. À quelle vitesse vous générez vos données? Ensuite, il y a la variabilité. La variabilité ici représente l'incohérence dans la génération des données. Est-ce que la génération de vos données suit une logique ou bien suit une logique linéaire? Je vais l'expliquer ainsi. Suit une logique linéaire ou bien c'est incohérent. C'est-à-dire, à cette heure, vous pouvez générer telle quantité de données. Après, vous générez quel type de données. C'est-à-dire, les types de données sont vraiment variés. Ensuite, vous avez la variété. Vos données doivent être variées. Vous ne pouvez pas générer les mêmes types de données chaque fois. Vous ne pouvez pas générer, par exemple, les noms des personnes à chaque fois ou bien à chaque fois vous générez les mêmes types de photos. Vos données doivent être variées. Vos données doivent provenir des sources réelles, doivent être vraies, raison pour laquelle on parle de véracité. De nos jours, on peut remplacer la véracité par la valeur, puisque la valeur, c'est le dernier des V à prendre en compte. On ne peut pas parler de Big Data sans parler de la valeur. Vous ne pouvez pas avoir une grosse quantité de données si vous ne pouvez pas générer de l'argent avec ces quantités de données, étant donné que les données représentent ce qu'on appelle une source, une mine d'or. Vous devez creuser votre mine d'or.
vous devez apprendre des stratégies pour pouvoir creuser votre trésor, ancrer en position de votre mine d'or, connaître vos données. Car, comme Socrate disait souvent, connais-toi toi-même. Si vous avez une entreprise, vous devez vous connaître vos données. Et ainsi, vous pouvez exploiter le plein potentiel de votre entreprise grâce à la valeur qui est le dernier V le plus important. Ensuite, après les 5 V du Big Data, nous présentons ici, toujours dans des fichiers Big Data, si vous voyez la courbe suivante, les investissements faits par les industries. Ceci, c'est une statistique de Gartner, pas des entreprises. Si vous regardez bien, les entreprises qui investissent le plus dans les technologies Big Data sont les entreprises du domaine de la communication et des médias comme les Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram et autres. Ensuite, vous avez les entreprises du domaine bancaire, les entreprises du domaine éducatif, de la vente d'assurance, du transport, gouvernement, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une course. Vers tout ce qui est Big Data dans le monde, dans tous les secteurs du monde. Ensuite, l'analyse des données, ici, représente quoi? C'est une technologie qu'on peut incorporer dans la technologie Big Data pour pouvoir analyser les données brutes afin de pouvoir faire des conclusions. Donc, dans l'analyse des données, viennent avec toutes les technologies que vous connaissez pour pouvoir aller à travers vos données brutes que vous générez. Puisque, comme je le disais tantôt, il y a deux sortes de données qui existent. Vous avez les données structurées et vous avez les données non structurées. Les données structurées sont les données qui sont formatées avec un format bien précis. Par exemple, lorsque vous étiez en train de vous enregistrer sur ReTimeMe, pour ces cours, vous avez rempli un formulaire et ce formulaire est parti être stocké dans une base de données bien précise. C'est ce que nous appelons des données structurées. Ces données sont structurées dans un format bien défini. Maintenant, imaginez les données structurées. Si vous générez les fichiers XML, les fichiers JSON, les images, les vidéos qui contiennent le son et les images, vous avez plusieurs variétés de données. C'est ce qu'on appelle les données structurées. Et vous devez les sauvegarder à temps réel au moment où ces données sont générées, instantanément, dès que ces données sont générées. Raison pour laquelle on parle ici de comment analyser ces données brutes pour en tirer conclusion, pour en tirer le profit, le meilleur de vos données. Le Big Data se résume comme sur cette figure. Le Big Data, nous avons dit, c'est l'ensemble de méthodes, techniques et technologies qui permettent de collecter les informations. Si vous collectez les informations en utilisant, si vous voyez à gauche, vous voyez les dessins, vous avez les voitures, vous avez les bras de robots, les camions, tous ces différents équipements, nous pouvons les connecter en utilisant la technologie d'Internet des objets. Et lorsque ces équipements sont connectés sur Internet, nous pouvons prendre les informations à temps réel sur cette technologie. Si nous voulons, nous pouvons passer par un cloud ou bien nous pouvons passer directement dans le système informatique de notre entreprise. Par les systèmes d'information des entreprises et pouvoir faire de l'analyse des données afin de faire les différentes présentations nécessaires. Telles que nous pouvons intégrer les applications, les frameworks, intégrer les applications Big Data et de Machine Learning, intégrer un système décisionnel, intégrer un système de managérial sur l'ensemble de notre processus Big Data au sein de notre entreprise. Donc, nous allons nous arrêter ici pour prendre les questions avant de continuer avec le deuxième pan
de cette présentation. Les questions sont écrites dans le chat ou c'est des questions verbales, s'il vous plaît? Non, vous pouvez poser directement ces questions. D'accord, monsieur, s'il vous plaît, j'ai 2 questions là. Oui. Au niveau des données, vous aviez dit qu'il y avait 2 types de données, les données structurées et la deuxième caractéristique des données, je n'ai pas suivi. Les données non structurées. Les données non structurées. Vous n'en avez pas trop parlé des données non structurées. Je voudrais savoir si ces données-là ne sont pas utilisées ou bien dans le Big Data, on utilise uniquement les données structurées. Non, non, on utilise tout type de données, les données structurées et les données non structurées dans le Big Data. Ok, merci monsieur. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, mais si vous regardez sur le net par contre, vous allez souvent voir dans certains documents, vous allez souvent lire les données, il y a 3 types de données. Les données structurées, les données non structurées et les données semi-structurées. Et parmi les données semi-structurées, on va classer les tests, les données tests comme les données semi-structurées. Mais en gros, on peut les classer uniquement en 2 catégories. D'accord, merci. Oui. Ok, je vois Franck Gade pose que la variabilité se situe au niveau des données structurées et non structurées. La variabilité, Monsieur Ngado, Franck Gade, tu es là? Oui, allô? Oui, votre question sur... Ok, bon. Ok. Ok. Je voulais juste tout simplement dire que, parlant de la variabilité qui est une caractéristique du Big Data, ça veut tout simplement dire que tous les données sont variées. Donc, on peut prendre, ça peut être les données structurées ou non structurées. D'où la caractéristique variabilité. Donc, les données ne sont pas fixes, quoi. Oui, oui, effectivement. Et puis aussi, bon, quels sont les outils utilisés pour la collecte des données? Très Est-ce que bien. vous avez évoqué ça? Ok, pour la collecte des données, vous pouvez utiliser les technologies d'Internet des objets avec les différents capteurs que nous connaissons pour collecter les données, tout type de capteurs pour collecter les données. Il y a plusieurs méthodes pour collecter. Maintenant, si vous avez besoin d'utiliser les données provenant des sites web ou bien provenant des réseaux sociaux, il y a des outils Big Data comme Sponge, oui, il y a plusieurs outils Big Data dont vous configurez, ça vous permet d'avoir des informations à temps réel sur les réseaux sociaux. L'exemple pratique qu'on prend souvent pour expliquer comment collecter les données via les réseaux sociaux, c'est sur Twitter, puisque Twitter, les données sur Twitter sont libres, sont ouvertes à tout le monde et gratuits. Et vous pouvez utiliser ces outils-là pour pouvoir intégrer dans votre système d'analyse de données. Ah oui, je suis satisfait. Parlant de la collecte des données sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et tout ça, il y a la technique du web scraping. La technique du web scraping. Oui. C'est une technique informatique du machine learning big data, qui consiste à aller gratter les réseaux sociaux, prendre les données en fait. On veut voir à travers les... Ok. Bon. Merci. Je suis ouvert et écoute, je suis disponible. D'accord. Merci beaucoup pour ton intervention. Ok, monsieur Franck Mougan, tu avais une question? Non, monsieur, répondez sur la préoccupation du camarade. D'accord. Et une question. Je vois ici monsieur Joseph Manga. Vous avez une question? Oui, monsieur, j'ai une question. J'ai une question. Oui.
Oui, je vous Toujours écoute. toujours sur la collecte des données. Si nous prenons l'exemple d'une plateforme commerciale, par exemple, qui a en son répertoire une panoplie de produits et de services, et que peut-être elle veut identifier le produit qui est peut-être le plus visité, ou bien le plus utilisé, ou bien l'endroit qui est le plus cliqué. Est-ce que c'est le big data qu'ils vont utiliser là-bas, par exemple? Oui, ils peuvent utiliser les technologies Big Data et faire très facilement cette tâche. Puisque si vous avez une plateforme e-commerce, par exemple, vous pouvez identifier facilement, puisque lorsque les utilisateurs viennent sur votre plateforme de e-commerce, comme par exemple Amazon, Amazon, c'est un gros consommateur des technologies Big Data et d'intelligence artificielle, entre parenthèses, le plus gros même. Donc, eux, ils utilisent cette technologie-là. Lorsque vous cliquez, il y a un système de recommandation assez poussé pour vous recommander certains produits. Ce système de recommandation-là ne se base pas sur rien. Ce système se base sur les différents éléments sur Amazon que vous avez effectué des recherches. Quels sont les différents sites que vous avez visités et quels sont les différents produits qui ont plus de demandes. Avec une stratégie Big Data, avec les études Big Data, vous pouvez à temps réel connaître sur votre marché quels sont les produits les plus visités, quels sont les produits les plus achetés, quels sont les produits les plus demandés. Et pour pouvoir faire les systèmes de recommandation en vous basant sur l'intelligence artificielle, de telle sorte que même si je suis sûr que vous avez eu à rencontrer ce type de système sur Facebook, lorsque vous vous connectez sur le net, vous cliquez sur n'importe quel produit sur Internet et vous partez sur votre compte Facebook, par magie, vous vous rendez compte qu'il y a une publicité sur ce produit-là que Facebook vous affiche, puisque Google partage vos données à Facebook et Facebook fait aussi de même. C'est un business assez lucratif, le business des données. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais aussi, comme je n'étais pas là au début, vous avez utilisé le terme Internet des objets. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Internet des objets, merci pour la question. Internet des objets, c'est quoi concrètement? Pour expliquer, je vais prendre un exemple. Tu as entendu parler des objets connectés? Les terminaux, monsieur. Oui, les objets connectés comme les montres connectées, les bracelets connectés. Les lunettes connectées. Les lunettes connectées, très bien. Tout, ce sont les applications de l'Internet des objets. En fait, c'est une nouvelle technologie qui permet de directement connecter tout type d'objet ensemble, bien évidemment les capteurs sur Internet. Quand on parle de portes connectées ou bien de lunettes connectées, ce ne sont pas les lunettes qui sont connectées, les lunettes sont connectées sur Internet à travers un capteur bien précis. Si vous assistez à nos différentes présentations, si vous allez assister à nos différentes présentations en présentiel, nous allons faire certaines pratiques pour vous montrer comment vous pouvez connecter vos propres lunettes sur Internet. Et dès ce qu'on vous envoie un message et vous voyez ce message-là s'affiche sur vos lunettes, on vous appelle, vous voyez comment ça s'affiche sur vos lunettes. Ce sont des petits montages assez faciles à réaliser, mais très bien aussi, puisque ça montre de façon claire et nette les applications de l'Internet des objets. D'accord, monsieur. De nos jours, pour faire de l'industrie 4.0 comme l'agriculture 4.0, on utilise les technologies d'Internet des objets pour connecter vos champs sur Internet et faire du monitoring, faire du data mining, de l'intelligence artificielle pour faire les différentes prédictions sur quel type de culture vous allez pouvoir mettre dans vos champs, à quelle période précise et à quelle période précise de la journée vous devrez arroser votre champ, ou bien vous devez verser peut-être des pesticides, ou bien vous devez mettre encore de l'engrais si il y a certains éléments dans le sol, qui manquent par rapport à la culture que vous souhaitez. Donc, il y a plein d'applications que nous allons parcourir durant cette présentation Big Data. Et ce n'est que la première partie. Chaque week-end, nous allons vous parler de toutes ces technologies-là. Il y a un week-end qui est dédié uniquement pour les technologies d'Internet des objets. Merci pour votre réponse, monsieur. OK.
D'autres questions avant que nous continuions? Oui, prof. J'aimerais savoir la place Oui. qu'occupe l'intelligence artificielle dans le big data. L'intelligence artificielle occupe une place primordiale puisque c'est certes, avant on pouvait parler du big data, étant donné que le nom big data a été créé en 2004 par IBM. Nous pouvons parler, avant on parlait de big data puisqu'on faisait juste data mining, la fouille de données, sans faire vraiment de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire on se basait sur des méthodes statistiques pour faire du data mining. Mais de nos jours, pour pouvoir vraiment faire du big data, nous ne pouvons pas nous en passer des technologies d'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas avoir les données volumineuses, une masse de données assez importante et pour pouvoir analyser cette masse de données, vous avez l'intelligence artificielle qui peut vous aider à analyser. Puisque du moins, vous ne pouvez pas facilement rester devant la machine tout le temps pour pouvoir analyser ces données. Donc, vous avez besoin vraiment de l'intelligence artificielle. Donc, ça occupe une place primordiale de nos jours dans le big data. D'accord. Des questions? Alors, vous avez des questions? Ok, nous allons continuer. Donc, en résumé, nous pouvons dire le big data peut être défini comme l'ensemble des technologies, des méthodes et techniques permettant de collecter, de stocker, d'analyser ces masses volumineuses de données. Maintenant, quelle est la différence entre le big data, la data science et data analysis? Pour répondre de manière simple, big data, la data science. La data science, comme son nom le dit, la science des données. Quelle est la science du système? Vous générez les données, comme équation mathématique par exemple. Si vous avez du bruit lorsque vous générez vos données, comment nettoyer vos données brutes avant de pouvoir les utiliser? Comment préparer vos données brutes? Toutes ces questions-là, la science de données s'en occupe. Ensuite, vous avez Big Data, comme nous avons expliqué, et Data Analytics aussi, comme nous avons expliqué, pour analyser les données et pouvoir présenter les données et pouvoir ressortir l'information nécessaire. Maintenant, demain, il peut arriver que demain, vous souhaiterez être un data scientist dans le domaine data scientist. Maintenant, on se rend compte que pour être data scientist, par exemple, vous devez avoir des connaissances avancées en SAS et en langage R. Vous devez avoir des connaissances en Python sur la plateforme Hadoop et sur la plateforme Spark aussi. Vous devez avoir des connaissances sur les bases de données SQL et sur le codage SQL, le langage SQL. Vous devez pouvoir travailler sur les données non structurées aussi. Pour être un spécialiste Big Data, demain, vous devez avoir des compétences en analyse, en créativité, puisque c'est vous qui mettez en œuvre une stratégie Big Data pour une entreprise. Vous devez avoir des connaissances en créativité. Vous devez avoir des connaissances en mathématiques, en statistique, en informatique et en business aussi. Puisque pour mettre en place une stratégie Big Data pour une entreprise, vous devez avoir des connaissances de bout en bout sur le Big Data, sur l'ensemble des chaînes
qui régissent la stratégie Big Data au sein d'une entreprise ou au sein d'une organisation. Et enfin, pour être data analytique, bien sûr, pour l'analyse des données, vous devez avoir beaucoup de connaissances en programmation, en statistique, en mathématiques, en machine learning, en communication, en visualisation de données, et ainsi de suite. Et dans le monde, si vous tapez sur Google, vous voyez les nouveaux métiers qui sont les plus recherchés par les entreprises en Europe et en Afrique de nos jours. Vous allez voir data scientist, data spécialiste, data analyst, ou un data scientist aux États-Unis a en moyenne $113 par an comme rémunération. Si vous avez des questions, vous les posez avant que nous passions au troisième pan de cette présentation sur les frameworks du Big Data. Merci, monsieur. Vous avez une question? Moi, tu ne peux pas nous poser la différence entre le data analytics et le big data. Entre data mining et Big Data, Data science et le big data. data science, c'est la science qui étudie les données. Et maintenant, Big Data, pour être Big Data spécialiste, qu'est-ce que tu dois connaître? Tu dois aussi avoir des connaissances, bien évidemment, sur la science des données, sur la science qui régit les données. Mais tu ne peux pas avoir des connaissances, tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances assez poussées sur la science qui régit les données. La science des données, comme on vous appelle data scientist, ou bien une personne qui maîtrise la science des données, vous êtes dans une entreprise, vous êtes capable de modéliser l'ensemble des données d'une entreprise sous forme, par exemple, d'une équation mathématique, d'une probabilité gaussienne ou bien d'une probabilité gaussienne, par exemple, d'une fonction mathématique ou bien d'une courbe statistique. Vous devez avoir cette possibilité-là pour pouvoir faire ces modélisations. Et c'est plus les mathématiciens qui se lancent dans les data scientists. Regardez par exemple comment fait-on pour modéliser l'évolution par exemple d'une pandémie comme celle du COVID-19 au sein d'un pays en se basant sur les données générées à chaque instant. Ça, c'est le ressort des data scientists. Maintenant, l'ingénieur en big data, lui, il s'occupe de quoi? Comment les données sont générées? Est-ce qu'il y a un modèle qui permet de générer ces données? Si le modèle a déjà été conçu, très bien. Ça veut dire que dans 2 mois, les données vont être générées de la sorte. Comment mettre en place une stratégie big data, une stratégie décisionnelle big data pour pouvoir décider quel type de données nous allons récupérer dans ces données brutes qui sont générées, puisque les data scientists ne s'occupent pas de l'information finale. Le big data spécialiste s'occupe quel type de données nous sommes en train de chercher. Après avoir défini les objectifs de votre stratégie, les objectifs des données que vous êtes en train de chercher, vous pouvez facilement connaître. Et le data analytics, là, c'est celui qui gère les données finales. C'est celui qui a déjà les données. Il a les données. Il ne s'occupe pas comment les données sont arrivées dans sa machine. Maintenant, il met en place une stratégie pour analyser ces données-là en se basant sur l'intelligence artificielle comme nous avons vu. Il a déjà ces données. Il met en place une stratégie pour faire des prédictions sur ces données-là. Par exemple, il lui peut décider, en se basant sur les données brutes qu'il a à sa possession, concevoir un modèle de prévision des données futures pour pouvoir quitter des réactions ou bien des problèmes d'une réaction, on va dire quoi, réactive, non pas réactive, pour des décisions réactives aux décisions proactives, pour anticiper les problèmes futurs grâce à son modèle. D'accord. Merci. Ok, merci. Allô? Monsieur Koumé, tu avais une question? Allô? Oui. Oui, monsieur, j'ai une question. Oui.
Oui, excusez-moi, mais les explications concernant surtout le Big Data spécialiste, pour moi, ça reste un peu flou. Surtout lorsque vous prononcez l'expression définir la stratégie Big Data. Donc, j'aimerais, si dans la mesure du possible, si on peut prendre le cas précis d'une entreprise et on essaye un peu de délimiter, de préciser à quel niveau chacun de ces spécialistes intervient, le data scientist, le big data et le data analysis. Ok. Très bien. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise. J'aimerais savoir un peu. Comme c'est toi qui as posé la question, prends une entreprise quelconque et on va développer ensemble. Bon, prenons même une entreprise, une structure comme Facebook. Ok. Très bien. Facebook génère les données. Nous connaissons que Facebook génère les données au fur et à mesure. Maintenant, avant, vu la quantité de données générées par Facebook, maintenant, comment le data scientist peut modéliser la génération des données, par exemple, par région au monde, pour pouvoir comprendre comment les données sont générées? Le data scientist va s'asseoir, il va connaître, il va prendre des informations finaux, il va étudier comment les courbes sont générées. Est-ce que ça suit une logique? Est-ce que ça suit une probabilité qu'on connaît? Faire ces différents tests et prouver la loi de génération des données. Le big data spécialiste, lui, par contre, il se met, étant donné que Google veut mettre en Facebook veut mettre en place une stratégie big data au sein de son entreprise. Allô? Allô, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute, monsieur. Ok, étant donné que Big Data va mettre une stratégie, le Big Data spécialiste, il va passer dans tous les services, va se poser la question, quels sont les objectifs que nous voulons atteindre si nous voulons mettre en place une stratégie Big Data? C'est le premier point qui va se poser, les objectifs. Parce qu'à partir des objectifs, il va définir les différents KPI pour permettre d'avoir les informations sur les données brutes demandées. Donc, quels sont les objectifs que vous voulez mettre en place? Les décideurs vont définir les objectifs. Par exemple, l'objectif Big Data, c'est de connaître tel nombre de personnes, peut-être chaque heure, qui sont connectées sur Facebook. De connaître qui peut être connecté sur Facebook, qui peut regarder telle publicité sur Facebook à 12 heures. À partir de ces objectifs-là, le data analyst, celui qui gère l'analyse des données, va analyser les données des utilisateurs sur Facebook, se baser sur les différentes informations fournies par le big data spécialiste, telles que les objectifs et les différents KPI que nous cherchons, pour concevoir un modèle par rapport aux objectifs demandés. Et à partir de ce modèle-là, il peut faire des prédictions par rapport aux objectifs demandés par le data spécialiste. C'est bon? Monsieur, oui? Au début de l'explication, vous avez dit que le data scientist fait la modélisation, modélise la génération des données. Oui. Oui, et concernant le data analyst, il s'agit de quelle modélisation encore? C'est pour une prévision? Effectivement, pour une prévision. C'est vrai que quand tu as vu dans la grille des compétences, dans le data scientist, tu n'as pas vu machine learning. Et dans le data analyst, tu as vu machine learning. D'accord. Merci, monsieur. OK. Maintenant, il y a une question de monsieur Fangale qui demande quelle est la différence entre data warehouse, les entrepôts de données, et les data lake. En fait, si on peut dire de façon ramassée, la plus grande différence entre les data lake et les data warehouse, elle se trouve sur la structure entre les données brutes et les données transformées. Les data lake
j'ai les données brutes, comme on dit un lac de données. Tout genre de données sont stockées dans les data lakes. Ce sont les données brutes. Quand on génère les données, on vient, on les stocke dans les lacs de données, dans les data lakes. Maintenant, les entrepôts de données qu'on a transformés, on transforme déjà les données en se basant sur quoi? Si vous regardez les compétences du data scientist, lui, il va transformer ces données-là. On va nettoyer ces données-là, on va retirer le bruit et on va les mettre dans l'entrepôt de données. Puisque dans les données brutes, il y a certaines données qu'on ne veut pas. Et le data lake stocke tout genre de données, un arc de données. Et le data warehouse, qui est l'entrepôt de données, qui est votre base de données, peut-être NoSQL, va sauvegarder les données déjà transformées. Transformées et nettoyées probablement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Franck Gallo. Il est avec nous? Allô? Ouais, allô, c'est bon, merci, Roman. Tu as répondu, le conseil spécifique. Merci, gars. Merci. Très bien, merci. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui. Oui, s'il vous plaît, on parle depuis là de machine learning. J'aimerais savoir à quoi ça renvoie précisément, s'il vous plaît. Oui, machine learning renvoie à l'apprentissage automatique. Donc, c'est un système qui apprend de lui-même, sans intervention d'un opérateur humain. C'est-à-dire, vous avez programmé votre système. Lors de la programmation de votre système, c'est au début, vous avez programmé votre système. Voici comment le système doit fonctionner, voici. Et maintenant, vous avez mis à l'intérieur les poids et les biais. Désolé pour le langage, des poids et des biais. On va revenir sur plus tard dans le cours spécialisé sur l'intelligence artificielle où tu vas mieux comprendre la notion de poids et de biais. Les poids et les biais vont se mettre à jour. Au fur et à mesure que ça se met à jour, le système est en train d'apprendre, le système est en train de changer, le système est en train d'être plus performant en suivant la logique que tu voulais au départ. Et après, nous allons calculer les paramètres de performance de ton système. Est-ce que ton système est bien performant? Est-ce que ton système a très bien appris? Est-ce que? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous allons revenir sur tout ce qui est machine learning dans le cours intelligence artificielle du week-end prochain. C'est bon? Ok, s'il n'y a plus de questions, nous allons continuer. Vous m'écoutez? Oui, monsieur, on vous écoute. D'accord, merci. Avant de parler du framework du Big Data, des différents frameworks, framework ici signifie les facilitateurs de programmation des applications Big Data. Il y a deux géants des frameworks du Big Data. Je vais commencer par parler d'Hadoop. Mais avant de parler d'Hadoop, je vais juste une parenthèse vous parler de principes de programmation parallèle, puisque presque tous les frameworks du Big Data se basent sur la programmation parallèle. La programmation parallèle n'est pas quelque chose de nouveau comme les Hadoop et autres. La programmation parallèle existe depuis longtemps. Or, il y a la programmation en se basant sur parallèle en utilisant le framework MapReduce qui vous permet d'effectuer plusieurs tâches à la fois. Étant donné que cette présentation est juste dans le concept, je n'ai pas voulu mettre les notions sur MapReduce ici. Nous allons revenir plus tard dans les sciences pratiques des formations en présentiel. Nous dirons ici que Hadoop est un projet lancé par Google en 2008. Google, Yahoo et Apache en 2008. Et depuis, dès lors, Hadoop est un projet complet de Apache. Hadoop est fondé sur la programmation parallèle des données.
Donc, Hadoop utilise fortement le framework MapReduce pour effectuer la programmation parallèle. Hadoop a son propre système de stockage de données. Lorsque vous allez installer Hadoop sur votre système, toutes les données que vous allez travailler sur le framework Hadoop doivent être transformées d'abord dans le système de fichiers d'Hadoop, qui est le HDFS, Hadoop Distributed File System. Si je me fais comprendre, si vous connaissez d'autres types de systèmes de fichiers, par exemple, sur votre machine, quand vous installez Windows, vous avez accès à, je pense, 3 types de systèmes de fichiers, NTFS, FAT32 et FAT simple, je pense. Vous avez le traitement des données en utilisant MapReduce. Comment fonctionne Hadoop? Hadoop divise les données que vous avez. Si vous avez une base de données, si vous avez votre warehouse, que vous voulez analyser les données sur votre warehouse, Hadoop va se charger, si vos données sont énormes, de diviser vos données en petits échantillons de données qu'on appelle des chunks, en petits échantillons de données. Hadoop va faire des backups sur la collection de machines qu'on va appeler les clusters. Ici, quand on va travailler sur les clusters, on va dire les clusters, c'est un ensemble formé des nœuds. Ou dans le langage Hadoop, les nœuds représentent les machines, les différentes machines. Or, dans Hadoop, vous pouvez travailler sur les serveurs distribués et les serveurs non distribués. Or, ici, les serveurs distribués, il existe dans l'architecture des SI. Généralement, on parle de systèmes distribués et de systèmes centralisés. Or, avant, tout était centralisé. Mais maintenant, on peut travailler sur les architectures distribuées. C'est-à-dire, on analyse vos données là où elles sont sauvegardées. Si vos données sont sauvegardées n'importe où, on les analyse directement là où elles sont sauvegardées. Ceci va permettre de pouvoir réutiliser les données et de pouvoir aussi sauvegarder facilement vos informations et non centraliser vos informations sur une machine. Maintenant, Hadoop, la figure suivante, on ne doit pas trop entrer dans les concepts techniques de Hadoop et de Spark. Le second framework, c'est Spark. La différence entre Hadoop et Spark, pour vous raconter, prendre la différence. La différence entre Hadoop et Spark, il y a plusieurs différences entre Hadoop et Spark. Par contre, à Spark, lui, il a les bibliothèques déjà embarquées pour pouvoir faire le SQL streaming, le data streaming, machine learning et le traitement des données graph. Pour la petite histoire de Hadoop et de Spark, Spark est un projet qui vous fut initié par un étudiant de, je pense, Chicago, de l'Université de Chicago, si j'ai bonne mémoire, en 2011. Il a travaillé sur Hadoop. Il a recherché de nouvelles méthodes pour pouvoir accélérer le processus de traitement des données dans Hadoop. Où il a fini son projet de doctorat en 2013, il a soutenu. Et depuis 2013, Apache s'est accaparé du projet. Et en 2014, c'est devenu un projet à part entière de Apache Spark. Et chaque année, il y a des concours qu'on lance pour le traitement des données, traitement massif de données. Où avant 2014, c'était toujours Spark Hadoop qui gagnait ces concours. Mais nous nous sommes rendus compte en 2014, Spark a gagné ce concours en moins de 22 minutes, ce que Hadoop faisait dans les 24 heures passées. Pour la petite histoire, Hadoop et Spark, où on peut trouver Hadoop et Spark. Il y a deux géants au monde
qui développent des frameworks que vous pouvez facilement utiliser pour pouvoir développer vos applications Big Data basées sur Hadoop et Spark. Il y a Cloudera, il y a AutoWorks. Avant novembre 2018, Cloudera et AutoWorks étaient les deux géants au monde dans ce type d'application où vous pouvez facilement installer sur vos serveurs et de vous lancer dans le développement des applications Big Data. Mais depuis novembre 2018, Cloudera et AutoWorks ont fusionné et sont devenus un tout. Si vous partez sur le site de Cloudera, vous pouvez voir les informations sur AutoWorks. Donc, dans les prochains cours que nous allons mettre en œuvre sur l'information sur le Big Data, on va vous montrer comment utiliser les frameworks Cloudera et AutoWorks pour développer les applications basées sur le Big Data pour pouvoir utiliser au sein de votre entreprise. Des questions? Allô, vous avez des questions? Avant qu'on ne continue. Oui, monsieur, une question. Oui. Est-ce que à l'issue de cette formation, nous pourrons également développer des applications qui nous permettront de stimuler en quelque sorte ce dont il s'agit? Cette formation, c'est une introduction au Big Data. Donc, c'est pour vous donner l'engouement, comme tu l'as déjà, pour pouvoir très rappeler des applications Big Data. Mais c'est juste une introduction au Big Data. Comment ce nouveau Allô? Allô? Oui, monsieur Zing, c'est bon? Tu m'écoutais? J'ai perdu la communication à un moment donné, je n'avais plus de son. Donc, il était en train de dire ceci. Cette formation te permet d'avoir les informations nécessaires sur le Big Data, la culture du Big Data, du Data Analytics, et comment tu peux facilement travailler sur un projet Big Data. De telle sorte que demain, lorsque on parle de Big Data et de Data Analytics, tu n'as plus un problème. Or, maintenant, pour te lancer concrètement et pratiquement sur le développement des applications Big Data, il te faut bien sûr une formation un peu pratique pour pouvoir te donner ce qu'on va appeler ici les impulsions. On va te donner les impulsions. Voici comment on fait le développement d'une application en se basant sur Spark. Voici comment on fait le développement d'une application en se basant sur Hadoop. Voici comment on utilise Cloudera. Voici comment on utilise AutoWorks. Voici les applications qu'on utilise pour collecter les informations sur le net
ou bien comment interagit l'Internet de l'objet avec ton système Big Data que tu es en train de développer. Donc, il va falloir, après cette séance, une petite formation pratique pour te donner des impulsions. D'accord. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Maintenant, quels sont les principes de fonctionnement de MapReduce et de Hadoop de M. Menge? Les principes de fonctionnement de MapReduce et d'Hadoop sans toutefois ancrer trop en profondeur sur les côtés techniques, étant donné que c'est une introduction à la chose. On va dire ici, si je n'ai pas voulu mettre des slides pour présenter Hadoop de manière vraiment détaillée. Hadoop, c'est quoi? Je vais prendre l'exemple que j'aime toujours prendre quand je parle de MapReduce et d'Hadoop. Si vous partez au champ, nous sommes en saison pluvieuse, vous partez au champ et arrivé au champ, le temps change subitement. Il veut se mettre à pleuvoir. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez plus le temps de récolter votre haricot, mettre dans le sac de haricots, récolter votre patate, mettre dans le sac de patates, récolter la tomate, bien le riz, mettre dans son sac. Non, vous avez votre camion. Qu'est-ce que vous faites? Vous récoltez tout ce qui est dans le sac, vous jetez dans le camion. Maintenant, arrivé dans votre ferme à domicile, première chose, tout ce que vous avez récolté là, c'est ce qu'on va appeler probablement data lake, un lac de données, puisque en récoltant, il y a eu la terre sur ça. On ne doit pas manger la terre. Il y a eu ci et ça, puisque vous étiez pressé. Maintenant, arrivé en retirant au camion, vous pouvez retirer en laissant la terre. Donc, vous retirez, vous mettez dans un autre gros sac. Le gros sac là, c'est ce qu'on va appeler data wires, entrepôt de données, où vous avez à retirer la terre, vous avez à nettoyer et vous l'avez sauvegardé. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez maintenant pouvoir crier pour pouvoir voir où se trouve la patate, où se trouve la tomate, où se trouve l'haricot. Là, vous allez faire appel à ce qu'on va appeler MapReduce, la programmation MapReduce. Hadoop se charge de diviser le sac. Donc, c'est Hadoop qui va diviser votre sac, gros sac là, en quoi? En petits sacs, puisque un camion, une personne se placer et crier le camion, c'est vraiment, ça perd le temps, d'énormes quantités de temps. Or, le temps est une ressource aussi précieuse qu'on parle de Big Data. Qu'on parle de Big Data. Donc, Hadoop va se charger automatiquement, ce n'est pas toi qui divise, Hadoop va se charger automatiquement de diviser tes données. Et lorsqu'Hadoop va diviser ton gros camion en petits camions, de ce qu'on va appeler ici, on va appliquer la programmation MapReduce. On va faire appel au mappeur et au réducteur. Je n'ai pas voulu parler de ça parce que ça entre déjà dans le domaine technique. Mappeur et réducteur. Il y aura des gens qui vont encore demander qu'est-ce que le mappeur, qu'est-ce que le réducteur. Le Hadoop, le mappeur va se charger de chercher dans chaque petit sac et le réducteur va récupérer et mettre dans son sac. Donc, un réducteur est là pour récupérer les informations uniquement sur la tomate. Un autre réducteur, des informations uniquement sur l'haricot. Donc, il a le sac de l'haricot, il récupère tout ce qui est haricot pour mettre à l'intérieur. Il a le sac de tomate pour récupérer tout ce qui est tomate pour mettre à l'intérieur. Et ainsi, la programmation va se faire de façon très rapide. C'est bon? Allô? Oui, allô, c'est bon, monsieur. Ok, il y a une personne qui a encore posé une question. J'aimerais connaître l'apport du data analyst pour un gestionnaire comme un outil d'aide à la décision. Très bien. L'un des objectifs
visé par le Big Data ici, c'est aide à la décision dans les entreprises. Puisqu'il y a 3 volets, généralement, que le Big Data soulève au sein d'une entreprise lorsqu'on déploie le Big Data. C'est le gain en temps, baisse des coûts de production et aide à la prise de décision au sein d'une entreprise. Puisque vous avez une base tangible et vraie pour pouvoir prendre vos décisions en vous basant sur vos données que vous avez générées. Puisque une étude a été réalisée en 2017 en France et l'étude est publiée dans Big Data, dans Index Big Data, que 80% des DSI dans les entreprises utilisent moins de 80% de leurs données dans la prise de décision. C'est-à-dire que vous générez des données, peut-être, vous générez vos données et vous utilisez moins de 20% des données que vous générez. Et là, le Big Data vient avec les outils pour exploiter l'ensemble de vos données que vous générez. Vous allez analyser et pouvoir représenter en utilisant les data analytics les courbes qui vous permettront de faire l'analyse des données. Et à partir de l'analyse des données, vous avez vos différents KPI, vous avez vos index de rentabilité et vous pouvez facilement prendre la décision en vous basant sur les données vraies, vos données générées. J'espère que j'ai bien répondu à la question de M. Franck. Monsieur, c'était ma question et merci pour la réponse. D'accord. Désolé. OK. On va passer à... Aujourd'hui, on va finir la première partie. Et après la première partie, on va regarder les applications demain. Et demain, vous devez être vraiment nombreux pour comprendre les applications du Big Data. Ces applications seront présentées par mon collègue. À partir des applications, vous allez comprendre réellement le bien fondé du Big Data au sein de toutes les entreprises, car nous avons fait des applications pour chaque entreprise, pour chaque domaine des entreprises. On ne peut pas parler du Big Data. Quelle est la relation qui lie le Big Data et l'intelligence artificielle? La question intelligence artificielle reviendra énormément le week-end prochain lorsque nous débattrons, nous introduisons des concepts d'intelligence artificielle dans l'ensemble des processus métiers des entreprises de nos jours. Mais l'intelligence artificielle, c'est quoi en réalité? Quand on parle d'intelligence artificielle, est-ce que tous les systèmes sont capables d'apprendre d'eux-mêmes? Mais la réponse, on ne cherche pas la réponse partout. On va uniquement dire non. Tous les systèmes ne sont pas capables de faire de l'intelligence artificielle. Si vous vous rappelez sur le slide suivant, sur ce slide, à la droite de ce slide, vous voyez une courbe, un cercle. Monsieur. Oui? Monsieur, votre écran ne s'affiche pas. Ah bon? Pourtant, c'est partagé. C'est la même chose chez tout le monde. Non, moi j'ai l'écran. Non, pas j'ai moi, l'écran. j'ai l'écran. Et moi aussi, j'ai l'écran. C'est peut-être un problème de connexion. Ok, je disais tantôt, si vous regardez ce cercle, intelligence artificielle, vous voyez un cercle où nous avons mis intelligence artificielle. Après, vous avez vu machine learning et ensuite vous avez vu deep learning. Ce n'est pas tous les systèmes qui sont intelligents qui peuvent faire de l'apprentissage automatique. Avant, on utilisait les systèmes d'intelligence artificielle, on parlait d'intelligence artificielle pour ceux qui ont eu à faire des cours sur ça, sur des algorithmes tels que l'algorithme génétique, l'algorithme de colonie de fourmis, les
les algorithmes, les systèmes experts, tout cela sont des algorithmes d'intelligence artificielle, mais ne font pas partie des algorithmes de machine learning ni de deep learning. Donc, le machine learning, c'est une partie de l'intelligence artificielle et le deep learning, c'est aussi une partie du machine learning. Le deep learning, c'est l'apprentissage profond. Si vous avez des images ou bien des vidéos qui contiennent d'énormes quantités de données, les algorithmes de machine learning sont inefficaces sur d'énormes quantités de données et ça a été prouvé. Or, pour avoir une efficacité assez avancée, nous pouvons utiliser des algorithmes de deep learning. Nous allons revenir sur ces algorithmes-là la semaine prochaine et vous expliquer comment ces algorithmes-là fonctionnent. Étant donné qu'on parle de big data, on parle d'énormes quantités de données. Il n'y a pas question de parler d'énormes quantités de données sans parler d'intelligence artificielle, sans parler de machine learning, ni de deep learning. Donc, ces algorithmes-là ont véritablement leur place dans ce qu'on va appeler ici l'intelligence artificielle et le big data. Laissez-moi terminer par ce dernier slide et laisser ce dernier slide que nous verrons aujourd'hui et demain nous allons continuer par les applications du big data et de l'analyse des données. Ce dernier slide nous présente des bases de données non relationnelles, non SQL. Vous avez un petit tableau qui montre la différence entre les bases de données non relationnelles et les bases de données relationnelles. Les bases de données non relationnelles, vous pouvez faire du stockage de masse. Non relationnel, vous avez un stockage faible. Regardez, pour ceux qui travaillent généralement avec MySQL, vous pouvez voir la quantité de données que vous générez. Vous avez des données diverses, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les données non structurées, les données structurées. Or, base de données relationnelles, vous avez des données formatées. Et vous avez ici une scalabilité différente. La scalabilité ici représente quoi? La capacité d'un système, d'une base de données, à s'adapter facilement à un changement d'environnement. Quelle est la capacité de votre base de données à s'adapter facilement à un changement d'environnement? Parmi les bases de données non relationnelles, nous avons 3 familles. La famille des key-value, la famille des graphes, la famille des colonnes et la famille orientée documents. La famille orientée documents est généralement la famille qu'on utilise le plus pour nos projets. Juste entre parenthèses, par exemple, la plateforme Retime où vous êtes inscrit, nous avons utilisé une base de données NoSQL orientée documents, qui est la base de données la plus utilisée sur le marché MongoDB de nos jours. Vous avez aussi MongoDB, vous avez Cassandra, vous avez Elasticsearch, vous avez CouchDB. Si vous regardez sur Google, ils ont leur propre base de données non relationnelle où le nom est Bigtable. Lorsque vous allez installer Cloudera vient avec sa propre base de données non relationnelle qui est HBase. Vous avez plusieurs entreprises qui développent leur propre base de données non relationnelles. Aussi, l'inconvénient de base de données non relationnelles pour certaines bases de données non relationnelles, c'est l'interface. Généralement, vous n'avez pas d'interface visuelle pour pouvoir travailler. Vous devez travailler en ligne de code pour pouvoir interroger vos bases de données. Donc, demain, on va continuer avec les applications. Nous avons arrêté à ce niveau-ci pour aujourd'hui et nous allons prendre vos questions sur l'ensemble de ce que vous avez compris pour cette première présentation sur le big data et l'analyse des données. Vous avez la oui, monsieur. Oui, monsieur, j'ai une question. Oui. Allô? Oui, c'est au sujet des bases de données non relationnelles. Oui. Comment ça se passe avec les bases de données non relationnelles? Est-ce que le travail d'analyse qui se passe souvent pour les bases de données relationnelles, c'est pratiquement le même travail avec les bases de données non relationnelles ou bien où les NoSQL ont une autre façon d'être analysés? Et la deuxième question, c'est de savoir... D'abord, la méthode... Ok, vas-y, pose toutes tes questions.
Oui, la deuxième question maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'ayant une base de données relationnelle, il est possible de la transformer en une base de données non relationnelle? Merci, c'est les deux questions. Ok, merci. Permets-moi de rebondir directement sur la base de données, sur ta deuxième question. Est-ce que c'est possible? Lorsque une entreprise crée peut-être MySQL, MySQL vient déjà conçu avec ses différents, c'est un logiciel qu'on a conçu avec ses spécificités. Là, c'est impossible de transformer MySQL pour pouvoir utiliser les bases de données en base de données non relationnelles. Là, c'est impossible. Donc, vous ne pouvez pas transformer une base de données relationnelle en une base de données non relationnelle. Généralement, certaines entreprises, ce qu'ils font de nos jours, ils sortent des bases de données relationnelles et des bases de données non relationnelles. Comme Oracle, par exemple. Oracle, ils ont des bases de données non relationnelles, ils ont des bases de données relationnelles. C'est bon? Pour la deuxième question? Oui, c'est bon. Maintenant, pour la première question, qui était de savoir... Je demandais si c'est pas... Il y a une base de données relationnelle. Je ne t'écoute pas très bien. Allez-y, monsieur. Je croyais que vous me demandiez de reprendre la première question. Tu peux reprendre, s'il te plaît, la première question. Non, je demandais si les approches au niveau de l'analyse, celui qui veut peut-être concevoir une base de données, je demandais si au niveau de l'analyse, c'est la même chose du côté relationnel comme du NoSQL, ou bien le NoSQL a toute une autre nouvelle technique à apprendre pour concevoir ce style de base de données. Merci pour ta question. Généralement, pour les bases de données, la façon d'effectuer les requêtes sont différentes. Comme était tout à l'heure, tantôt dit, si tu installes, par exemple, quand nous travaillons sur les bases de données non relationnelles pour l'Internet des objets, nous installons InfluxDB, base de données pour l'Internet des objets. Or, vous n'avez pas d'interface graphique comme les NoSQL qui vous permettent facilement de gérer vos données. Vous devez travailler en ligne de commande. Et les méthodes pour interroger, les langages pour interroger sont aussi différents. Vous avez le langage SQL qu'on utilise souvent. Il y a d'autres langages aussi qu'on utilise pour interroger vos bases de données non relationnelles. Donc, si vous lancez, par exemple, si vous travaillez avec MongoDB, vous allez vous rendre compte qu'en travaillant avec InfluxDB, c'est presque similaire, mais il y a une légère différence entre ces bases de données-là, entre les méthodes d'analyse de ces données. Étant donné que les bases de données non relationnelles, on peut sauvegarder les données structurées et les données non structurées. Tandis que les bases de données relationnelles, on sauvegarde uniquement les données structurées. Donc, tu vois déjà que l'analyse ne peut pas être de la même façon. L'approche pour analyser les données sauvegardées dans les bases de données relationnelles et non relationnelles ne peuvent pas être définies de la même chose. Aborder ces données-là doivent être différentes, sont aussi différentes. Merci. Des questions? Ah ouais. Vous avez une question? Je n'arrive pas à me connecter sur la plateforme de Richmond. Ok. Mais tu es connecté ici, c'est ici que nous faisons les cours vidéo. Et si on me demande avant d'appliquer, on me demande encore, je ne sais pas, pourquoi ça a retiré et pourquoi ça prend. Bon, regarde, n'est-ce pas? Fais un mail à contact Il y aura une personne qui va prendre en charge. D'accord, je vais le faire tout de suite puisque je vois une notification m'informant qu'il y a trop de participants à cette réunion.
Et c'est pour ça qu'il y a trop de problèmes. En tout cas, je me ferai un mail tout de suite. D'accord. Ok, merci. Allô? Ok, nous avons aussi des Neo4j, basée sur les graphes. Oui. Ah oui, ils ont une interface graphique, très bien. Qui d'autre a des questions? Qui d'autre a des questions? Qui d'autre a des questions? Ok, comme vous n'avez pas de questions, est-ce qu'une personne, comme nous avons encore quelques minutes, est-ce qu'une personne peut nous faire un petit résumé de la science d'aujourd'hui? Monsieur Franck, demain, nous allons voir les applications du Big Data dans tous les secteurs d'activité et comment ces applications font et comment fonctionne le Big Data dans ces différents secteurs. Les modèles de machine learning, nous allons les apprendre la semaine prochaine dans le cours Intelligence artificielle. Monsieur Franck, c'est bon? Allô? Ok, merci. Qui d'autre a des questions? Ok, Ok, Estelle, elle nous demande qu'en est-il de l'aspect infrastructure? Oui, nous allons revenir. L'aspect infrastructure aussi, puisque le Big Data compte énormément, puisque les entreprises camerounaises de nos jours, lorsque j'ai fait une présentation devant des entreprises à Douala au mois de janvier, les entreprises camerounaises ont généralement peur des infrastructures. Est-ce que, étant donné que mon entreprise génère, par exemple, je vais prendre un exemple, 100 mégaoctets de données par jour, est-ce que c'est nécessaire pour moi d'adopter une stratégie Big Data? Moi, je disais que oui, il y a urgence. Si vous regardez l'actualité sur le Big Data, vous allez vous rendre compte que Gartner, qui est le plus puissant, le géant au monde dans les statistiques, prédit que d'ici 2022, les entreprises qui n'ont pas adopté une stratégie, quelle qu'en soit la taille de l'entreprise, une stratégie Big Data au sein de son organisation, risquent d'avoir des problèmes économiques et organisationnels assez importants. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, à cause du Covid, les entreprises ont été forcées de pouvoir faire du travail à distance, télétravail. Et ces entreprises-là se sont vues avoir des attaques multiformes. Le nombre de pirates a quasiment quadruplé au sein de plusieurs entreprises. Tout ça parce que les entreprises n'étaient pas prêtes à pouvoir faire le télétravail. Le télétravail, vous ouvrez votre entreprise, le réseau de votre entreprise hors de réseau à part de votre entreprise. Donc, vous êtes à la maison, vous pouvez vous connecter. Le pirate, l'homme du milieu, peut aussi avoir accès à ces informations-là. Donc, côté infrastructure du Big Data, même si vous êtes une petite une stratégie Big Data, même si vous avez un serveur, un petit serveur, vous pouvez adopter une stratégie Big Data. Vous pouvez faire de l'analyse parallèle. Vous avez vos clusters, vous pouvez
faire de l'analyse parallèle sur votre cluster. Aujourd'hui même, grâce au cloud computing, on a simplifié la vie. Des entreprises peuvent sauvegarder leurs données sur le cloud s'ils veulent. Ils peuvent sauvegarder leurs applications sur le cloud. Ils peuvent avoir accès à leurs données n'importe où ils se trouvent. Donc, il n'y a pas de question à se poser sur le côté infrastructure pour pouvoir adopter le big data au sein de votre entreprise. C'est bon? OK, merci. S'il n'y a plus de questions, je ne sais pas si M. Ngado Kevin a une question. Et si M. Ngado Kevin a un mot à dire, pardon, avant la fin de cette première présentation, puisque nous allons continuer demain avec lui. M. Ngado. Monsieur Ngalo, il est avec nous? OK, il n'est plus avec nous. Donc, je vous remercie encore, vous tous, tout Inchtech, par ma voix, vous remercie, vous tous, d'avoir participé à cette première phase de cette formation sur le Big Data. Nous allons continuer demain à la même heure, 16h00, et j'espère que nous serons plus nombreux demain pour pouvoir voir concrètement les applications sur le Big Data. Donc, merci à vous encore et on se dit à demain. J'espère que vous avez apprécié la journée d'aujourd'hui et demain, il y aura encore plus de surprises. Merci et à demain. Bonne soirée à vous, prof. Bonne soirée. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser dans le chat de Retime ou bien vous pouvez poser sur contact@inchtech.com vos questions. Et si vous voulez aussi avoir des attestations de participation à la fin, vous pouvez écrire aussi à contact@inchtech.com pour avoir votre attestation. Merci à vous. C'est prévu pour la fin, monsieur. Il faut écrire à contact@inchtech.com et tu auras toutes les informations nécessaires. On t'a fait un mail pour ça, je pense. OK. Merci à vous et à demain. Bonne soirée. Merci.